Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2712 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 8 décembre avec des anniversaires. Et il y en a pas mal aujourd'hui. Tout d'abord, les deux joueurs de Chelsea, Reece James, il fête aujourd'hui ses 24 ans, le latéral droit. Et aussi Raheem Sterling, il fête aujourd'hui ses 29 ans, l'ancien joueur de Manchester City. Et aussi Scott McTominay, le joueur écossais de Manchester United, un meilleur buteur comme cette saison du côté de United. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. Il y a aussi Buonanni, donc joueur de Nice, qui est pressenti du côté de l'AS Roma lors du prochain mercato. Il fête aujourd'hui ses 19 ans, donc voici tous les anniversaires aujourd'hui. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier soir dans les gros championnats en Europe, vu qu'il y avait quelques rencontres. Et tout d'abord en Angleterre, il y avait deux matchs. Tout d'abord Tottenham contre l'équipe de West Ham, et Tottenham de nouveau battu, une défaite 2-1. Bowen et Ward-Prowse ont été les deux buteurs de la rencontre contre un but de Cristian Romero. Pourtant, on peut voir que Tottenham menait 1-0 à domicile et ils ont perdu le match 2-1 en prenant deux buts en seconde période. Donc les statistiques de la partie, donc Tottenham a ses 75% de possession de balle, ses 23 tirs, 7 tirs cadrés, ce qui est énorme pour seulement un but marqué, eu 6 arrêts du gardien de West Ham. Et West Ham tout simplement plus efficace, moins de tirs cadrés, mais plus de buts inscrits, et c'est bien ça évidemment le plus important dans le football. Et du coup Tottenham, avec cette nouvelle défaite, ils sont sur une série de 5 matchs sans victoire, 4 défaites et un match nul sur leurs 5 dernières rencontres. Donc on peut voir, voilà, 4-1 contre Chelsea, 2-1 contre Wolverhampton, 2-1 contre Aston Villa, 2-1 contre West Ham et un 3 partout contre Manchester City. C'était la semaine dernière, donc ça va pas fort actuellement pour cette équipe de Tottenham. Pourtant ils étaient invaincus et avaient 2 points d'avance en tête du championnat fin octobre. Ils n'ont plus gagné depuis le 27 octobre. Ça fait plus d'un mois et demi quand même qu'ils n'ont pas gagné le moindre match. Et c'est vrai que je l'avais dit, pour ceux qui me suivent tous les jours, je l'avais dit, je me souviens, il y a quelques semaines, j'avais dit, pour moi, Tottenham, ça ne sera pas une équipe favorite pour remporter le championnat. Même s'ils avaient été invaincus en début de saison, ils étaient premiers. Pour moi, je savais qu'ils allaient avoir un trou d'air. Tiens, ils sont en plein trou d'air avec 5 matchs avec aucune victoire. Et du coup, ils ont pris seulement 1 point sur 15 possibles. Et du coup, eux qui étaient premiers, ils sont maintenant, je crois, 6 ou 6e, je crois, de la première ligue. Donc voilà, ça dégringole, on peut dire, côté Tottenham. Donc le seul point positif pour cette équipe, c'est qu'ils ont de nouveau marqué un but, et Tottenham a désormais marqué dans 27 matchs consécutifs en première ligue. C'est une première pour eux, une première depuis 1986, où ils avaient enchaîné à l'époque aussi 27 matchs d'affilée en marquant au moins un but en première ligue. On va parler de Cristian Romero. Donc lors des 3 derniers matchs, il avait été suspendu vu qu'il avait pris un rouge lors d'un match précédent. Donc là il revient, il a été titulaire, il a été buteur au bout de 11 minutes de jeu, mais bon, ça n'a pas suffi vu que son équipe s'est inclinée 2-1. Côté West Ham, belle opération. Tout d'abord, tiens, le but du 2-1 de Ward-Prowse, on a l'impression qu'il est tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le ballon a touché le poteau, c'est revenu dans ses pieds. Et voilà, juste après là, c'est sur une grosse erreur quand même de la défense de Tottenham. Ils ont fait un petit peu n'importe quoi. Et du coup, pour Ward-Prowse, il a été buteur. Et on va parler aussi de l'autre buteur, Jarrod Bowen, qui a été le premier buteur du match pour l'égalisation. Donc cette saison, c'est 17 fois titulaire pour 10 buts et 2 passes décisives pour ce joueur, on peut dire sous-coté, avec des stats comme ça. Donc magnifique joueur et magnifique équipe de West Ham. On continue avec un autre match hier du côté de la Première Ligue. Everton contre Newcastle. Everton a fait qu'une bouchée de Newcastle, 3-0. Doucouré, Beto et McNeil ont été les 3 buteurs. Bon, après 3 buts inscrits en fin de match, il y avait toujours 0-0 à la 78e minute de jeu. Donc on s'est dirigé vers un match nul. Mais voilà, en l'espace de un quart d'heure avec le temps additionnel, il y a eu 3 buts inscrits pour Everton. Une victoire très importante. Donc plus de 21 tirs pour Everton, 6 tirs cadrés pour 3 buts inscrits. L'équipe de Newcastle a eu aussi des frappes, la moitié à chaque fois, 3 tirs cadrés, donc 0 but pour Newcastle, et belle victoire pour Everton. Et ils ont chuté à la 19e place après une déduction. N'oubliez pas qu'ils avaient pris un moins 10 points au classement, donc ils étaient avant-derniers, et là ils ont gagné quelques matchs, et déjà ils sortent de la zone de relégation. Ils sont plus dans les 3 équipes dans la zone rouge, malgré leurs 10 points en moins, cette équipe de Everton. Et s'ils n'auraient pas pris ce moins 10 points, actuellement ils seraient 10e du classement, s'ils n'auraient pas pris ce moins 10 points. Mais bon, ils joueront ils devanceraient même Chelsea d'1 point, s'ils n'auraient pas pris ce moins 10 points. C'est leur futur adversaire, les gars. La semaine prochaine, Everton reçoit l'équipe de Chelsea dimanche prochain. Et du coup, le classement après ces 2 matchs hier, donc Tottenham, je l'ai dit, donc eux ils sont 5e, Tottenham, avec leur non-victoire hier. West Ham qui s'est imposé remonte à la 9e position, et tiens, Everton qui est avant-dernier, maintenant j'ai dit 17e de cette Première Ligue, toujours dominé par Arsenal, 36 points, Liverpool 34 points et Aston Villa 32 points, et City, pour compléter
le top 4, hein, 30 points pour les Citizens. Et en parlant tiens, de Manchester City avec 30 points, et on peut voir Manchester United 6e, 27 points, il y a seulement 3 points d'écart entre les deux Manchester. Voilà, c'est pas beaucoup, hein. Manchester peut combler, pourquoi pas, son retard, hein, dès la prochaine journée. Si City de nouveau fait un faux pas, n'oubliez pas que City reste sur 4 matchs sans gagner, hein, du côté de la Première Ligue. Et Pep Guardiola évoque la possibilité de prendre sa retraite dès la fin de la saison. Il a dit, hein, si nous gagnons le triplé de nouveau cette saison, je prendrai ma retraite, c'est certain. Bon, il a dit ça en conférence de presse. Après, est-ce qu'il a dit ça sur le ton de l'ironie, en blaguant ou en étant sérieux, on ne sait pas. Mais voilà, s'il fait le triplé, Première Ligue, Première Ligue, c'est FA Cup et Ligue des Champions de nouveau, il pourrait prendre sa retraite, Pep Guardiola. Et toujours avec son équipe de Manchester City, peut-être on sait pourquoi ça va pas pour eux actuellement, parce que City avec Rodri, les gars, ils sont invaincus lors de leurs 43 derniers matchs, et quand il n'est pas là, 4 défaites cette saison. Quand il n'était pas là, Rodri, les 4 matchs perdus contre Newcastle en coupe, c'est de la Carabao Cup, hein, contre Wolverhampton en Première Ligue, contre Arsenal et contre Aston Villa. À chaque fois, Rodri n'a pas joué. Il n'était pas là, soit il était blessé, soit il était suspendu. Et quand il n'est pas là, ils perdent. Et quand il est là, dans l'équipe, 43 derniers matchs, City ne s'est pas incliné. Donc voilà, pour montrer l'importance de Rodri. Aussi un joueur, je pense, qui manque beaucoup actuellement du côté de Manchester City, c'est Kevin De Bruyne, hein, blessé depuis la première journée de Première Ligue. N'oubliez pas qu'il devrait revenir peut-être après la trêve de Noël. Donc voilà ce qu'elle va dire, hein, bien sûr, sur Rodri et sur Manchester City. On continue, il n'y avait pas que des matchs en Première Ligue hier, il y avait un match également en Ligue 1 entre Brest et l'équipe de Strasbourg. Ça s'est fini un partout. Le doigt rond, buteur côté brestois, et Méga, buteur côté strasbourgeois. Donc partage des points entre ces deux équipes. On peut voir les statistiques de la partie. Et du coup, côté strasbourgeois, Patrick Vieira, qui est le coach, hein, de cette équipe, même s'ils ont arraché un point face à Brest à l'extérieur, hein, les Strasbourgeois peinent à sortir la tête de l'eau. Les joueurs de Patrick Vieira n'ont plus gagné depuis le 24 septembre dernier. Hein. C'est que ça commence à faire, ça fait long, hein. Ça fait plus de 2 mois et demi qu'ils n'ont pas gagné le moindre match. Ils sont actuellement à 2 points du barragiste. Donc attention à cette équipe de Strasbourg, qu'il va falloir prendre des points, hein, parce qu'on sait qu'en plus la Liga, il y a 18 équipes, hein, donc il y a plus de 34 journées contre 38 les années précédentes. Donc maintenant les points sont très précieux, hein. Donc attention à Strasbourg, mais Strasbourg devrait être actif lors du prochain mercato. Il dispose d'une enveloppe de 30 millions d'euros pour recruter cet hiver. Le club alsacien cherche des joueurs de moins de 23 ans. N'oubliez pas que Strasbourg, ils ont le même propriétaire avec le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly. Donc voilà, ils ont quand même des fonds, hein, pas mal Strasbourg. Donc voilà, ils auront une belle enveloppe de 30 millions d'euros pour recruter dès janvier prochain. Le classement après ce match nul hier entre Brest et Strasbourg. Donc Brest reste à la 7e position et Strasbourg reste à la 13e position, hein, de ce championnat de Ligue 1. On passe du côté de l'Espagne. On va juste parler d'un match de Coupe du Roi. C'était les 64e de finale et l'équipe de Girona qui réalise un énorme début de saison. Ils jouaient contre Orihuela. Donc c'était une équipe de division inférieure, hein, du côté de l'Espagne, ça passe, hein, pour Girona avant d'affronter le FC Barcelone dimanche, mais se sont imposés 5-2 hier lors de cette rencontre. Pour la direction aussi du championnat néerlandais, il y avait quelques matchs hier, dont le PSV, hein, qui réalise le début de saison parfait. C'était à 14 matchs, 14 victoires, 15 sur 15 pour eux, se sont imposés 2-0. Donc les stats, hein, plus de 30 tirs pour eux, c'est énorme, hein, 8 tirs cadrés, 2 buts inscrits. On peut voir l'équipe visiteuse, ils ont tenté aussi, mais ils n'ont pas marqué. Donc nouvelle victoire pour le PSV, et du coup 15 matchs, 15 victoires. En championnat, je vous parle, hein, c'est carton plein. Donc 52 buts inscrits, seulement 6 buts encaissés. Que dire, hein, de cette équipe, les gars, qui survole son championnat, qui va certainement remporter bien sûr ce championnat de redivision, à part si c'est cool, mais même s'ils concèdent la 3 défaites, là, ils resteraient toujours premiers, tellement qu'ils ont de points d'avance, hein, sur le deuxième. Et parmi les 55 championnats européens, hein, si on prend vraiment tous les championnats, le championnat du Luxembourg, le championnat, je sais pas, en Estonie, le championnat, peu importe, hein, il y a seulement 2 équipes, les gars, qui ont tout gagné en ce début de saison. Donc il y a le PSV, 15 matchs, 15 victoires, et aussi l'équipe de Virtus, hein, c'est une équipe dans le championnat de Saint-Marin, hein, c'est un tout petit championnat, donc eux aussi, hein, font du 11 sur 11 dans leur championnat. On va parler du Feyenoord, hein, qui joue contre Volendam. Pareil, hein, c'était hier jeudi. Et le Feyenoord, ça passe pour eux. Hein, ils se sont imposés 3-1, donc plus de 30 tirs également. On parlait de PSV, 30 tirs, mais eux aussi. Hein, donc 10 tirs cadrés, 3 buts inscrits. L'équipe visiteuse, c'est seulement 2 tirs dans le match. Donc voilà, le Feyenoord aussi mérite totalement sa victoire. Et du coup, le classement, ça donne quoi? Donc le PSV, 10 points d'avance sur le Feyenoord. N'oubliez pas que le PSV avait gagné dimanche dernier contre le Feyenoord, hein, une victoire importante. Et du coup, voilà, il y a quand même un sacré creux entre les deux premiers. Ensuite, Alkmaar à la
troisième position. Et l'Ajax monte, les gars, ils sont 6e du classement, eux qui étaient derniers il y a à peu près un mois et demi, ils sont maintenant 6e. Bon, ils ne reviendront pas sur le PSV, peut-être sur le Feyenoord. Bon, même le Feyenoord, il y a 21 points pour l'Ajax. Il y a 14 points d'écart quand même avec le Feyenoord. Mais bon, il y a moyen peut-être qu'ils accrochent la 4e voire 3e place, cette équipe de l'Ajax, parce qu'ils sont bien mieux là ces derniers temps. On prend la direction aussi de l'Arabie Saoudite. On va parler de l'équipe de Benzema. Benzema n'a pas joué, ça fait 2 matchs qu'il ne joue pas, je crois, c'est parce qu'il est blessé, Karim. Donc son équipe de Al-Ittihad battue hier contre l'équipe de Damak. Une défaite 3-1, ça va pas fort pour l'équipe de Al-Ittihad qui avait remporté la saison dernière le championnat. Puis là, avec cette nouvelle défaite, on peut voir qu'ils sont 4e, 28 points. Ils ont déjà 13 points de retard sur l'équipe de Al-Hilal avec un match en plus. Donc voilà, ça sent mauvais pour eux pour conserver leur titre de champion d'Arabie Saoudite. Donc Al-Hilal et Al-Nasser, tiens, 2 équipes qui jouent aujourd'hui. Al-Hilal, les premiers jouent contre Al-Tae, qui est une équipe, ils sont combien je sais même pas, ils sont où Al-Tae, je les cherche. Bref, ils sont là, 12e. Et l'équipe de Ronaldo, Al-Nasser joue contre Al-Riyad aujourd'hui à 19h. On parlera de ses résultats demain. On continue aussi avec le programme cette fois-ci en Europe du jour. Donc au Funan Bochum, c'est ce soir à 20h30. Rétafé Valence 21h. Montpellier contre l'équipe de Lens à 21h. Et ce soir, gros match du côté de l'Italie. La Juventus Turin contre l'équipe de Naples à 20h45. Donc on parlera également de ces résultats demain. On continue avec les unes aujourd'hui du journal L'équipe. 2 unes. Tout d'abord une sur le mercato de Lyon. Un mercato plutôt ou moins sage. Donc alors que les dirigeants lyonnais vont très bientôt rencontrer Bruno Genesio, l'entraîneur intérimaire Pierre Sage jouera gros dimanche contre Toulouse. Enfin autorisé à recruter, Lyon vise des joueurs capables de le sauver de la Ligue 2. Un petit rappel les gars, Lyon ils ont 7 points après 14 matchs. Toutes les équipes, il reste plus que 20 matchs à jouer, on a 14 journées, il y en a 34 de journées en Ligue 1. Donc en gros toutes les équipes avec 7 points après 14 matchs, ils sont tous descendus en Ligue 2. Donc voilà, c'est pour ça que Lyon doit absolument faire un bon mercato. Ils peuvent encore se maintenir, bien sûr, ils gagnent la moitié de leurs matchs. Ils gagnent 10 matchs sur les 20 restants. Je pense que ça va le faire. Mais voilà, il faut gagner tout simplement pour cette équipe de Lyon. C'est pour ça qu'ils devraient recruter. Et OL Group a annoncé donc hier la finalisation du refinancement de la majorité de sa dette pour un montant de 385 millions d'euros parce qu'ils ont une grosse dette, l'OL Group. Et du coup, ils vont injecter de l'argent pour rembourser tout simplement cette dette qui devait rembourser. Et concernant Genesio, les gars, donc il a bien été contacté par Lyon ces dernières heures. L'entraîneur est très attaché à son ancien club. N'oubliez pas que Genesio est actuellement libre. Il a été viré là, il y a à peu près 2 semaines par l'équipe de Rennes. Pour l'instant, rien de concret, mais la réflexion existe. Donc en gros, tout va se jouer par rapport au prochain match en cas de résultat contre Toulouse, parce que Lyon joue contre Toulouse, c'est après-demain, c'est dimanche à 17h. S'il y a une victoire, Pierre Sage, qui est l'entraîneur actuellement par intérim, pourrait être conservé. Mais s'il y a une défaite, les gars, Genesio, il y a de fortes chances qu'ils viennent entraîner du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc si ça se passe bien pour lui contre Toulouse, pour Pierre Sage, les gars, il pourrait être maintenu au moins jusqu'à la trêve hivernale. Donc voilà, concernant qui sera coach du côté de Lyon. Et toujours avec cette équipe lyonnaise, ils vont vendre des joueurs. Et Ryan Cherki n'est plus intransférable parce que l'été dernier, il était intransférable. Je me souviens que le PSG avait essayé de le recruter. Du coup, Lyon avait dit non, on ne veut pas le vendre, on souhaite le conserver. Et Lyon n'est plus fermé. Une vente de Ryan Cherki et réclame environ 20 millions d'euros, alors que le PSG, je me souviens, ils ont proposé au moins 30-40 millions d'euros l'été dernier. Donc peut-être voilà sa valeur en baisse par rapport à son début de saison qui n'est pas bon tout simplement pour Cherki. Et après Daniel Riolo hier, qui l'a complètement détruit Cherki, c'est au tour de Christophe Dugarry, les gars, de s'emparer du cas Ryan Cherki. C'était sur l'émission Rotten sans flamme hier. Donc quand ça fait des mois et des mois que tu es incapable de modifier ta façon de jouer et que tu reproduis match après match les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, le même comportement, la même façon ridicule de jouer au football à Lyon, je me demande si le gamin a toutes ses facultés pour analyser, réfléchir. Quels sont les gens qui sont autour de lui? Il n'y a personne autour de lui pour lui dire ce qu'il se passe, il ne le voit pas. Il continue à jouer de la même façon. Je trouve que même sur le match d'hier, donc c'était avant-hier contre l'OM, c'est encore pire que ce qu'il a montré depuis le début de la saison. C'est affligeant. S'il ne change pas d'habitude, il n'a rien à faire sur un terrain avec une équipe qui est relégable. Voilà comme les mots forts de Christophe Dugarry sur Ryan Cherki par rapport à ses derniers matchs qui ne sont pas bons, qu'il essaie de jouer tout le temps perso. Dès qu'un de ses coéquipiers perd le ballon, il lève les mains en l'air, tout ça. Voilà, il critique un peu tout le monde. Donc la situation est très délicate. Pour Ryan Cherki, c'est pour ça que ça sent quand même le départ certainement du jeune lyonnais dès le prochain mercato. L'autre une, j'ai dit, il y avait une sur l'équipe de Lyon là, avec un mercato plus ou moins sage. Sage, c'est par rapport à l'entraîneur actuel, Pierre Sage. Voilà, c'était un petit jeu de mots. Et l'autre une sur le Paris Saint-Germain aujourd'hui, et le club qui valait 4,2 milliards
d'euros. Ça coûte très cher, hein, le PSG. Hein. Donc l'arrivée du fonds d'investissement Actos Partner permet au PSG de devenir le 7e club le mieux valorisé en Europe. Donc pourquoi? Parce que le PSG, j'en ai parlé déjà il y a quelques temps, hein. J'ai dit que le PSG, enfin les actionnaires QSI cherchaient, parce que QSI appartient, le PSG 100% avec QSI, et en gros le QSI voulait vendre des parts minoritaires un autre fonds d'investissement, et en gros ils ont vendu 12,5% de la part du PSG à ce groupe américain Actos Partner. Et du coup en 2011, n'oubliez pas que QSI rachète le PSG pour environ 70 millions d'euros, et le club actuellement était valorisé à plus de 4,250 millions d'euros. Vous avez vu combien ça a pris en argent la valeur du Paris Saint-Germain en l'espace de combien, 12 ans, hein, c'est fou, hein, 70 millions d'euros, maintenant ça coûte plus de 4 milliards d'euros. L'équipe parisienne, et c'est ce fonds, les gars, voilà, fonds Actos Partner, les gars, qui rachète 12,5% tout simplement du capital du Paris Saint-Germain. Mais bon, QSI hein, garde une grande partie, bien sûr, des parts de l'équipe parisienne. Et du coup, regardez comme le PSG, les gars, c'est quand même la 7e équipe, la plus chère, on va dire, la mieux valorisée au monde. Hein. Donc il y a le Bayern à 6e, City, Liverpool, après le Barça, Manchester et le Real, hein, qui est l'équipe qui coûte plus cher au monde. Mais le PSG, les gars, plus de 4 milliards d'euros, alors qu'en 2011 ça coûtait seulement 70 millions d'euros. Hein, donc voilà, c'est maintenant le PSG dans la cour des grands, bien évidemment. Hein. Donc voilà ce qu'elle va dire hein, sur cette équipe parisienne. On continue les gars, on va parler des groupes de la Copa América. Le tirage au sort a eu lieu la nuit dernière et on connaît les 4 groupes pour cette Copa América. Donc le groupe A avec l'Argentine, l'équipe qui a gagné la dernière compétition. Ils auront le Pérou, le Chili et une équipe barragiste. Hein, on connaîtra l'identité dans quelques semaines. Hein. Groupe B, Mexique, Équateur, Venezuela et la Jamaïque. Groupe C, les États-Unis, pays invité. Hein. Ça se déroulera en plus aux États-Unis. L'Uruguay, le Panama et la Bolivie. Le groupe D, le Brésil, Colombie, Paraguay et une équipe également qui passera au barrage. Donc les 2 places sont encore à prendre. Hein. Donc ça sera Honduras ou Costa Rica dans le groupe B et Canada ou le Trinité et Tobago dans le groupe A, avec l'Argentine par exemple pour les 2 équipes barragistes. Donc la compétition se déroulera du 20 juin au 16 juillet prochain. Donc voilà, vous avez les 4 groupes pour cette Copa América 2024. Et Lionel Scaloni, qui est le sélectionneur de l'Argentine, émet des doutes hein, sur son avenir. Hein. Je réfléchis à ma décision et à la façon dont tout va se passer. S'il faut continuer, hein, les joueurs ont besoin d'un entraîneur avec de l'énergie. J'ai parlé à Messi et Tapia. Je réfléchis. Donc là, il a dit ça après le tirage au sort. Hein. Dans la nuit là, de l'Argentine par rapport à leur groupe. Donc il a dit en gros il ne sait pas s'il va continuer. Bon, je pense qu'il va être au moins là pour la Copa América, mais peut-être après il pourrait peut-être arrêter ou peut-être aller prendre un club, j'en sais rien. Donc voilà, le futur n'est pas sûr avec Scaloni hein, du côté de la sélection argentine. Toujours tiens du côté du continent sud-américain, on va parler du tribunal de justice de Rio a destitué Ednaldo Rodrigues de ses fonctions de président de la Fédération brésilienne de football. Hein, c'est comme à l'époque, par exemple en France, Noël Le Graët, président de la FFF, a été viré. Bah, c'est la même chose les gars du côté du Brésil. Il a été destitué Ednaldo Rodrigues, qui était le président de la Fédé brésilienne. Hein, donc le tribunal aurait jugé illégal un accord passant en 2022 entre le ministère public brésilien et ce dernier. Hein, donc c'est pour ça en gros que c'est plus lui. Le président de la Fédé brésilienne, un nouveau président va être annoncé. Et du coup, du côté du Real Madrid, parce que ça concerne Ancelotti, hein, c'est en lien. Hein. Donc l'arrivée prochaine d'Ancelotti à la tête du Brésil pourrait être remis en cause, hein, parce qu'en gros, c'est lui les gars qui voulait absolument Ancelotti au poste d'entraîneur hein, du côté du Brésil. Mais vu qu'il n'est plus le président de la Fédé brésilienne, donc peut-être Ancelotti ne serait plus pressenti hein, du côté du Brésil. Toujours tiens du côté du Brésil, on va parler de Hendrick, hein, remporte 2 récompenses individuelles grâce à sa saison avec Palmeiras. Donc déjà il a inscrit le plus beau but hein, cette saison du championnat brésilien. Félicitations à lui. Il y a un autre trophée, je ne sais plus c'est lequel. Donc voilà, ce joueur hein, qui jouera, n'oubliez pas, au Real Madrid hein, le 1er juillet prochain, il arrivera au Real. Donc là on peut le voir avec sa petite amie hein, et avec ses parents hein, bien sûr qui sont très fiers hein, de la pépite Hendrick. Hein, qui a remporté quand même les 2 derniers championnats brésiliens. Donc lui, là, enfin celui remporté avant-hier et celui remporté en 2021-2022. Concernant le meilleur joueur du championnat brésilien pour cette saison, bah, c'est Luis Suarez hein, qui s'est vu décerner le Bola de Ouro. Hein, donc en gros, bah, le meilleur joueur tout simplement. Donc ce trophée récompensant le meilleur joueur de la saison du championnat brésilien malgré ses 36 ans, malgré ses problèmes au genou, parce que j'ai dit une déclaration il y a quelques jours qu'il devait prendre des injections, des jours de match, des comprimés pour enlever la douleur qu'il avait au genou. Il a très mal au genou. Ben, il a quand même fini meilleur joueur de cette saison. Il a marqué 17 buts et 11 passes dès cette saison avec l'équipe de Grêmio, qui a fini 2e hein, du championnat derrière l'équipe de Palmeiras, hein, l'équipe de Hendrick. Hein. Donc avec 11 passes D, il finit meilleur passeur et 2e meilleur buteur de ce championnat brésilien
Donc voilà, Luis Suarez, quand même 36 ans, toujours au top. Et toujours tiens du côté du Brésil, hein, John Textor, propriétaire de Lyon, mais aussi de Botafogo, qui termine à la 5e position du championnat, prend rage après le titre de Palmeiras au Brésil, au dépit de Botafogo. Il a dit Palmeiras a bénéficié de l'avantage de 11 contre 10 à 11 reprises au cours de la saison. En gros, ça veut dire que Palmeiras a joué souvent avec un joueur en plus, que les équipes qui jouaient contre Palmeiras ont pris quand même souvent des cartons rouges. Et ça arrivait 11 fois comme cette saison du côté de la première division brésilienne. On sait que d'autres clubs ressentent la même chose. Hein. Palmeiras profite de la protection de l'arbitrage. Voilà, parce qu'elle était très énervée, bien sûr, que son équipe n'ait pas remporté le championnat brésilien. Tout autre chose, les gars, on revient en Europe, on va parler de Phil Foden et il a obtenu son permis de conduire. On le félicite, on sait que c'est toujours quelque chose de très important pour n'importe quelle personne. Hein. Donc voilà, maintenant il peut conduire tout seul parce qu'avant il était toujours en mode taxi. Phil Foden. On va parler cette fois-ci de Paul Pogba et on sait, ça y est, sa durée de suspension par rapport à ses tests antidopage qui avaient été positifs. Hein. Du coup, 4 ans de suspension pour Paul Pogba, ça allait de 2 à 4 ans. Bon, en gros, il a pris le max. 4 ans, il ne peut plus jouer au football. Paul Pogba. Donc, en gros, c'est quasiment fin de carrière, peut-être pour lui, j'en sais rien, parce que dans 4 ans, les gars, 4 ans, je ne sais pas s'il sera encore footballeur. Je crois qu'il a 30 ans, Paul Pogba. Donc, il aura 34 ans. Bon, il peut encore, hein, bien sûr, mais bon. 4 ans, c'est quand même très très long, donc grosse force bien sûr à Paul Pogba. Le stade du Bayern Munich déjà qui avait été, il n'avait pas pu être joué, le dernier match du Bayern contre Union Berlin samedi dernier, regardez, il y a toujours encore beaucoup de neige du côté de Munich. Stéphane Ruffier revient sur la fin de son aventure stéphanoise et tacle Claude Puel. Il a dit ce que je veux c'est uniquement que les dégâts soient réparés, que justice soit faite, car j'ai vécu un an de harcèlement de la part d'un homme qui a montré une entreprise de démolition contre ma personne. On pense à Claude Puel. Dès qu'il est arrivé, cet individu a voulu dégraisser et a choisi de taper dans le gros. Bernard Cazzo, donc le président, lui a fait savoir qu'il a un jour envoyé un message à des journalistes en écrivant quand est-ce que vous allez le détruire lui, sauf que les destinataires, malheureusement, il y avait mon agent. Comment un président peut faire ça? Voilà comment en gros, du jour au lendemain, quand Claude Puel est venu entraîneur de cette équipe de Saint-Etienne, pourtant c'était le capitaine, on peut le voir avec le brassard, gardien bien sûr emblématique, donc il est passé de capitaine gardien titulaire à remplaçant, parce que Claude Puel en gros a brisé sa carrière, d'après ce que peut dire Stéphane Ruffier. On va parler aussi de Calvin Phillips, ce joueur de Manchester City qui joue peu, le milieu de terrain anglais, n'a été titularisé qu'à 2 petites reprises en première ligue. Depuis son arrivée à Manchester City il y a 1 an et demi, c'est très peu quand même, 2 fois titulaire en 1 an et demi, c'est le flop on peut dire pour lui. En quelques mois il a même vu 2 défenseurs centraux, Stone et Akanji, passer devant lui dans la hiérarchie des milieux de terrain, alors qu'il joue milieu et maintenant c'est même des défenseurs qui jouent à la place de lui en milieu. Donc il avait montré de belles choses pourtant avec Leeds, et Gareth Southgate continue de faire appel à lui en sélection, dont le talent doit bien être là, c'est vrai, et il devrait bien quitter, enfin d'après ce que j'ai pu voir, d'après les rumeurs transferts, il devrait aller du côté de la Juventus, et je pense que c'est le mieux, parce que s'il veut jouer l'Euro, il doit jouer, et comme vous avez vu les gars, il a joué seulement 2 fois titulaire sur plus d'1 an et demi, il doit absolument jouer bien sûr Philippe, c'est pour ça qu'il pourra partir en Serie A. Luis Openda, le joueur de Bundesliga le plus rapide enregistré cette saison, avec une pointe à plus de 35,68 km à l'heure, il va très très vite Luis Openda, plus vite que par exemple Alphonso Davids, parce qu'au niveau flash, c'est lui qui a été flashé le plus rapide. Et du côté de la Bundesliga, Brian Zaragoza, nouveau joueur du Bayern, il arrivera le 1er juillet prochain, mais c'est officiel, pour 15 millions d'euros, il a été acheté par le Bayern. 1m64 sera le joueur le plus petit de la Bundesliga, mais aussi le plus petit de l'histoire du Bayern Munich. C'est avec le Bayern, toujours une équipe avec des sacrés physiques, sacrés gabarits, donc lui, ça sera le plus petit joueur de l'histoire du Bayern Munich. Les 20 derniers ballons d'or africains, parce que le ballon d'or africain sera décerné là d'ici quelques jours, je crois que c'est le 11 exactement, la cérémonie. Donc voici les derniers vainqueurs. Donc Mané l'a remporté en 2022-2019, par Salah l'avait remporté en 2018-2017, Mahrez en 2016, voilà tous les joueurs qui l'ont remporté. Et la Touré l'avait remporté 4 années d'affilée, le milieu ivoirien. Et on connaît du coup les finalistes pour le ballon d'or africain qui succédera à Sadio Mané. On a le choix entre Mohamed Salah, Achraf Hakimi et Victor Osimhen. Et sur le Twitter Football Log, en gros, ils ont mis un petit sondage par rapport aux 3 qui méritent le plus de remporter ce prix, plus de 1700 votes. Et la plupart, dont moi, j'ai mis Victor Osimhen. Pour moi, c'est mon grand favori depuis longtemps. Je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui qui va le remporter par rapport à la saison dernière qu'il a fait avec Naples, où il a fini comme meilleur buteur du championnat de Serie A. Il a remporté le championnat également. Donc tout ça compte. Donc c'est pour ça que Victor Osimhen, le grand favori pour remporter ce prix du meilleur joueur, meilleur joueur du côté du continent africain. Et Mahrez, les gars, disait le 14 novembre dernier dans l'équipe qu'il méritait de gagner le
ballon d'or africain après sa belle saison. C'est vrai, hein, il avait dit, hein, c'était il y a à peu près un mois. Dans le jeu, j'ai été un acteur majeur en Première Ligue, FA Cup, un peu moins en Ligue des Champions, mais sur les dernières années, j'ai toujours été important dans cette compétition, donc la LDC. Il y a une forme de logique à ce que je sois récompensé par ce titre, hein, de meilleur joueur africain, bien sûr, hein. Donc j'ai entendu qu'on essayait aussi de pousser pour le gardien du Maroc, Bounou. C'est vrai qu'il a déjà gagné la Ligue Europa, mais bon, ça ne vaut en aucun cas un triplé historique avec City, donc on verra. Et voilà, le problème c'est que ni lui ni Bounou finissent dans les 3 qui peuvent remporter tout simplement ce ballon d'or africain. Voilà, il est bien dans le top 10, mais pas dans le top 3, parce que voilà, ça va se jouer entre ces 3 là pour ce ballon d'or, bien sûr. Un petit rappel, hein, de ce qu'il a pu remporter. Mahrez, c'est vrai qu'il aurait pu remporter, enfin, ce ballon d'or, qu'il ne remportera pas, le ballon d'or africain, au vu des stats qu'il a eu quand même la saison dernière. Et les absents de taille, hein, donc j'ai dit Riyad Mahrez, aussi Yacine Bounou, un petit rappel, un demi-finale de Coupe du Monde, Ligue Europa remportée, 13e au dernier Ballon d'Or France Football, et il n'est pas parmi les 3 au Ballon d'Or africain. Et sinon, toutes les distinctions, les gars, qui sont remises, hein, n'oubliez pas, ça sera le 11 décembre prochain, donc dans 3 jours, hein, je crois que c'est lundi à Marrakech, hein, à la cérémonie. Donc le Ballon d'Or, j'ai dit, le meilleur jeune, donc il y a Camara, Diouf et Abdé, meilleur gardien Bounou, tiens, qui est le grand favori là pour remporter ça. Le joueur interclub, il y aura le meilleur entraîneur, la meilleure nation avec Sénégal, Maroc et Gambie, et le meilleur club, Sundo, Wydad Casablanca et Al Ahly, l'équipe égyptienne. On continue, on va parler du FC Villefranche, bientôt sanctionné par la FFF. Villefranche a joué en 3e division française en national. Le club de national a fait jouer un joueur non qualifié depuis le début de la saison. Et la FFF a été saisie du dossier et le classement de national pour être chamboulé, parce qu'en gros, ils pourraient perdre des points, tout simplement, cette équipe de Villefranche, parce qu'ils ont fait jouer un joueur qui ne devait pas jouer, tout simplement. On continue avec Aroro s'entraîne avec Hamas parce qu'elle a été victime d'une fracture à la pommette lors du dernier match contre l'Atlético. En gros, il a une fracture à la pommette, il a refusé de se faire opérer. Hein, voilà, pour louper, bien sûr, pour éviter de louper des matchs, et du coup il devra jouer le match contre Girone après-demain avec un masque, hein. Donc voilà, par exemple, un ancien très grand défenseur également du Barça portait un masque à l'époque aussi, hein, c'est Carles Puyol. Tiens, une petite info concernant Pedri, Xavi ou Iniesta. Il a répondu et il préfère Iniesta à son coach actuel, Xavi, hein, donc voilà, parce qu'il a répondu à pas mal de joueurs. Tu préfères lequel? Donc entre ces deux-là, il préfère Iniesta. On va parler de ce joueur, Joey Barton, ancien joueur de Marseille. Au cours de sa carrière, Barton a reçu plus de cartons, 84, que de matchs gagnés, 83 en première ligue, hein, ça c'est une stat complètement folle. On va parler de Toni Kroos. La longévité de Toni Kroos est quand même impressionnante. Il n'est pas si vieux, 33 ans, il va fêter ses 34 ans. Lui, on est né le même jour, même date. Voilà, on est né, lui et moi, le 4 janvier 90. Donc voilà, c'est pour ça que je sais quel âge il a exactement. Donc c'est vrai que malgré qu'il il commence à être vieux, on va dire, dans le football, mais il est toujours aussi bon, hein. Pourtant, chaque année, il hausse le niveau et se met en mode patron, hein. Cette saison, l'Allemand, c'est 19 matchs et 5 passes D. Quel joueur, hein, bien sûr, le joueur Toni Kroos. Toujours du côté du Real Madrid, on va parler d'Arda Güler qui sera présent pour affronter Villarreal la semaine prochaine. Donc le Real joue demain du côté du Betis Séville à 16h15 le coup d'envoi. Il ne jouera pas. Mais la semaine prochaine, il y a un match aussi à Lyon-Berlin pour le Real en semaine prochaine en Ligue des Champions. Mais la semaine prochaine, les gars, ils devraient être dans le groupe, hein, contre Villarreal et peut-être disputer ses premières minutes du côté du Real. Lui, pour l'instant, qui a joué toujours 0 minutes, hein, depuis son arrivée en août dernier. Xabi Alonso, il a dit une clause libératoire. Eh bien, ce sont des questions contractuelles, hein. Je suis très à l'aise ici maintenant, en parlant, hein, de son équipe du Bayer Leverkusen. Je suis très attaché à ce club et voilà, en gros, il ne compte pas quitter, hein, cette équipe, bien sûr, de Leverkusen, même si on l'annonce, hein, beaucoup, hein, un retour du côté du Real Madrid. Zaïre Emery a eu droit à un traitement spécial par ses coéquipiers aujourd'hui à l'entraînement. On espère le revoir d'ici la fin de l'année. Ce serait une bonne nouvelle pour le PSG et la Ligue 1, bien évidemment. Zaïre Emery, souvenez-vous, il avait été blessé lors du match contre Gibraltar après son but. Normalement, il devrait revenir après la trêve de Noël et on peut voir qu'il est déjà de retour à l'entraînement collectif. Donc on croise les doigts du côté de Paris, s'il peut être disponible, bon, pas pour le match de Nantes, mais plutôt pour le match, hein, mercredi prochain avec le déplacement du côté de Dortmund. Mbappé, c'est ce qui se fait de mieux au monde. C'est Jocelyn Gourvenec, le coach de Nantes, qui est en conférence de presse aujourd'hui pour parler du match contre le PSG demain, hein. Nantes se déplace à Paris, j'ai dit. Et voilà, quand il a une question sur Mbappé, il dit en gros, c'est ce qui se fait de mieux au monde, en gros que c'est le meilleur joueur de la planète, Kylian Mbappé. Et toujours du côté de Nantes, Quentin Merlin est remis de sa blessure aux adducteurs et sera réintégré au groupe du FC Nantes qui affrontera le PSG demain soir. Et en plus, lui, je me souviens, il était pisté par le Paris Saint-Germain il y a encore quelques semaines. Donc voilà, il devrait bien être dans le groupe Canari pour ce déplacement demain.
Cristiano Ronaldo, tiens, une petite photo de CR7 lors du dernier entraînement. Bon, c'était hier l'entraînement parce qu'aujourd'hui pas d'entraînement vu qu'Al Nasser joue aujourd'hui à 19h. Donc voilà, une petite info concernant Ronaldo, qui est le joueur le plus décisif du championnat saoudien. Et le deuxième joueur le plus décisif, c'est lui les gars, c'est George Kevin Nkoundou, qui est le deuxième joueur le plus décisif de la Saudi Pro League cette saison derrière Ronaldo. 13 buts et 4 passes D en 15 matchs pour l'international camerounais. Des très bonnes stats pour lui, qui joue du côté de Damak. Damak qui s'est imposé 3-1 hier contre l'équipe de Al-Ittihad, on en a parlé en début de vidéo. Ce à quoi ressemblera le maillot de l'Inter Miami pour la nouvelle saison de MLS. Voilà, c'est pas encore officiel, mais le futur maillot de Miami devrait ressembler à ça. Avec je sais pas c'est quoi, une couronne peut-être par rapport à Messi, j'en sais rien, voilà, il devrait ressembler à ça, et toujours bien sûr de couleur rose. Les tirages au sort des 32e de finale de Coupe de France masculine et 16e de finale de Coupe de France féminine seront diffusés sur beIN Sport ce lundi 11 décembre, donc là dans 3 jours. Pour info, le 8e tour de la compétition masculine se tiendra ce week-end. Là il y a les Ligue 2 qui jouent ce week-end, et après ça sera l'entrée des Ligue 1, et en gros le tirage au sort sera lundi. On connaîtra par exemple le futur adversaire de l'OM ou même du PSG, et le tour, les matchs de Coupe de France auront lieu début du mois de janvier. On va parler de Bryan Mbeumo, donc touché à la cheville face à Brighton le week-end dernier. Mbeumo manquera plusieurs semaines de compétition, et ça c'est un gros coup dur pour son équipe. Donc Thomas Frank, le coach de Brentford, décrit une blessure grave. L'attaquant camerounais, le meilleur buteur et le meilleur passeur de son équipe, et il est blessé pendant X temps, on ne sait pas, peut-être en semaine, peut-être en mois, on parle. Donc ça c'est un gros coup dur pour Brentford et aussi pour le Cameroun les gars, parce que il y a la CAN les gars qui commence dans 1 mois et 5 jours, et le 8 c'est le 13 janvier, donc voilà, c'est imminent la CAN, puis bon, il pourrait être forfait Mbeumo, donc ça c'est bien sûr un gros coup dur, on lui souhaite un bon rétablissement. Rabiot envisage de prolonger son contrat d'une année supplémentaire pour garder le contrôle sur son avenir. Allegri considère Rabiot comme un joueur clé. Déjà la saison dernière, on se souvient, il est en fin de contrat, du coup il avait prolongé d'une année de plus, là cette année, et il pourrait de nouveau reprolonger d'une année de plus, Adrien Rabiot. West Ham devra débourser plus de 50 millions d'euros afin de recruter Çalhanoğlu, parce que West Ham veut le joueur turc de l'équipe de l'Inter Milan, donc voilà, ils savent la somme qu'ils vont devoir débourser pour s'offrir le joueur. L'AC Milan est très intéressé par Guirassy et pourrait payer la clause libératoire 17 millions d'euros du Guinéen dès cet hiver. Pour rappel, l'attaquant de Stuttgart est déjà à 16 buts cette saison en Bundesliga, et je crois que même il a 19 buts inscrits si on rajoute par exemple la coupe allemande où il a également marqué des buts. Donc voilà, c'est l'AC Milan qui est fortement intéressé, qui pourrait passer à l'action dès janvier prochain. Le RB Leipzig est prêt à négocier un transfert de Timo Werner en janvier si le joueur souhaite partir, c'est Werner, avec l'arrivée de Luis Openda. En plus Openda marque pas mal de buts, donc lui en gros il est souvent sur le banc, et il pourrait de nouveau quitter cette équipe de Leipzig. N'oubliez pas qu'il avait joué à Chelsea aussi la saison dernière, donc voilà, Timo Werner peut-être sur le départ dès janvier. Officiel, Rodrigo est élu joueur du mois de novembre au Real Madrid. C'est amplement mérité, ce prix avait été remporté par Bellingham les 3 premiers mois d'août, mois de septembre, mois d'octobre, et pour le mois de novembre c'est Rodrigo qui remporte ce prix, amplement mérité pour lui parce qu'il a marqué beaucoup de buts lors de ce mois de novembre. Tiens, en parlant d'un ancien club de Rodrigo, avant de venir au Real Madrid, il jouait du côté de Santos, et la déception est encore énorme, quasiment 48 heures après leur descente en deuxième division. Voilà, il y a eu des bus qui ont été brûlés les nuits dernières du côté de Santos, donc n'oubliez pas que des joueurs comme Neymar, comme Pelé ou même Rodrigo ont joué à Santos, et ils évolueront en deuxième division brésilienne après plus de 111 ans passés en première division brésilienne. Nice-Reims, tiens, ce dimanche les gars, se disputera sans supporters. On sait que là depuis samedi dernier, depuis le décès d'un supporter nantais, il y a eu beaucoup d'interdictions de supporters de se déplacer. Tiens, les supporters de Reims n'auront pas le droit de venir du côté de Nice dimanche après-midi. La même chose pour les supporters de l'AG Auxerre qui jouent un match de Coupe de France du côté de Saint-Médéry, c'est une équipe de R1, donc ils se déplacent vu qu'il y a beaucoup de différence de niveau, et du coup les supporters de la Auxerre interdits de déplacement. La même chose pour les supporters bordelais, sont interdits de déplacement à Angoulême ce week-end, ou même les interdictions aussi de déplacement des supporters peuvent aussi survenir dans les matchs européens à domicile des clubs français. Cette décision pourrait donc concerner Lens, Lille et Rennes pour les dernières journées de Coupe d'Europe, tout simplement. En gros les supporters par exemple des autres équipes, par exemple je prends au pif, les supporters de Villarreal qui doivent venir pour le match Rennes-Villarreal jeudi, en gros seront interdits également de déplacement du côté des clubs français.
José Mourinho, son staff ont pris 26 cartons rouges depuis l'arrivée du technicien portugais sur le banc de l'AS Roma. Ça fait beaucoup, en plus Mourinho, il a pris quelques rouges dont il a dû bien sûr être en tribune, mais aussi beaucoup de son staff ont pris des cartons rouges depuis son arrivée. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question, tiens, on a parlé tout à l'heure les gars, c'est par rapport au Ballon d'Or africain, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez pour vous? Qui mérite le plus de remporter ce Ballon d'Or entre Osimhen, Salah et Achraf Hakimi? J'ai dit on connaîtra l'heureux élu, ça sera lundi soir. Donc moi je reste sur ce que j'ai dit, sur Victor Osimhen, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure, il y a l'After Zap Image et demain samedi pour le prochain numéro du Z10 sur cette chaîne. Bon vendredi à vous et à plus tard.